commencer à l'heure. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cet amphithéâtre de la Maison internationale des langues et de la culture pour la 5e des 6 conférences organisées par le Master 2 Risques et environnement, gouvernance des risques environnementaux. Pour ceux qui nous rejoignent pour cette conférence, les étudiants du Master 2 organisent des échanges avec des professionnels. Le format est normalement un représentant du monde politique, un chercheur, un représentant du secteur public et un représentant du secteur privé ou associatif en fonction des thématiques évoquées. Ce soir, petite différence, au-delà de l'action citoyenne consciente et impliquée qu'on a pu avoir sur les précédentes conférences et sur la conférence de la semaine prochaine, ce soir, nous parlerons des métiers de l'environnement. Pendant presque 2 heures, il sera question de comment travailler et de vivre des métiers de l'environnement dans toute la diversité de ce secteur d'activité. Nous remercions chaleureusement le Master Manager de l'environnement et de l'éco-efficacité énergétique, et plus particulièrement Madame Jacquemet et Madame Séraphin pour leur appui pour le montage de cette soirée. Et il me revient de présenter les différents intervenants. Alors tout d'abord, le représentant du monde politique. Vous aviez vu sur nos affiches la présence de M. Athanase, qui est l'invité de notre conférence. Il vous prie de l'excuser et est représenté par M. Philibert. Monsieur Philibert, vous êtes diplômé d'AgroParisTech en 2001. Vous rejoignez assez rapidement la région Auvergne-Rhône-Alpes après un rapide passage en Champagne-Ardenne. Et votre métier porte sur les activités liées à l'agronomie. Et à partir de 2011, la question environnementale devient votre cœur de métier, et plus particulièrement le traitement et la prévention de la production de déchets. Après un rapide passage à Saint-Étienne, vous êtes de retour à Lyon pour occuper le poste de responsable du service environnement et risques à la métropole de Lyon. La métropole de Lyon, c'est l'interaction du monde des entreprises, des administrations et du politique. C'est une vision large du bassin d'emploi de la région lyonnaise. C'est à ce titre que nous sommes ravis de vous compter parmi nous ce soir. Le représentant de l'administration en la personne du colonel Gilbert, de l'état-major de l'armée de terre. Mon colonel, après une formation initiale à Saint-Cyr en 1995, votre parcours prend 2 dominantes. Tout d'abord, le risque et la protection des populations, et une deuxième dominante, la partie ressources humaines. Vous êtes en charge d'élaborer la politique de recrutement de l'armée de terre. Sur votre partie sur votre partie protection, vous prendrez le commandement du premier groupement d'incendie en charge de la protection des Parisiens et de la partie nord-est de l'Île-de-France. Sur la partie RH, vous commanderez le groupement de recrutement Île-de-France et Outre-mer en charge de recruter donc des futurs personnels de l'armée de terre. Après ces 2 commandements, qui sont une phase assez rare chez un officier de l'armée de terre, vous dirigez le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises pour le ministère de l'Intérieur, et en 2024, vous rejoignez le bureau prévention maîtrise des risques de l'état-major de l'armée de terre. Votre riche carrière, avec ces 2 dominants, vous donne à la fois la profondeur de réflexion et la hauteur de vue sur les fonctions RH et plus particulièrement environnementales au sein d'une administration qui regroupe 80 000 hommes et femmes. Ce soir, vous venez accompagné de Madame Montaigu, ingénieure civile de la Défense, formée à l'ESSEC, qui a d'abord travaillé chez Areva avant de rejoindre le ministère. À côté, nous retrouvons Madame Poral, ancienne du Master 2 RISE, issue de Lyon 3, qui est dorénavant agent sous contrat au sein du bureau environnement du service interarmé du munition, et vous êtes accompagné du capitaine Sanchez, qui lui a un profil ingénieur, aussi officier sous contrat au service interarmé des munitions, et en charge de la sécurité pyrotechnique des sites Céveso du ministère. Notre représentant scientifique, M. Debré, directeur adjoint de l'INERIS. Donc, vous avez commencé votre parcours aux mines de Saint-Étienne, comme un de nos camarades d'amphi, et vous prolongez à l'INSA, comme nos camarades du ME4. Puis vous rejoignez assez rapidement les rangs de l'INERIS dès 2004 pour y gravir progressivement les échelons dans les domaines de l'expertise sur les énergies propres et sur le risque incendie explosif, pour prendre en 2023 les fonctions de directeur adjoint, plus particulièrement chargé de la stratégie, de la politique scientifique et de la communication de l'INERIS. Donc, à la fois acteur de la normalisation du risque, vous avez une vision haute du secteur d'activité. C'est pour ça qu'on est très content de vous recevoir ce soir.
Et enfin, Madame Gatelier, notre représentante du secteur privé, diplômée de Centrale en 2005 pour nos camarades centraliens du ME, du Master de Prise. Vous rejoignez l'ADEME, puis très rapidement, en 2006, vous rejoignez Veolia pour quasiment 20 ans d'expérience au sein de cette entreprise et gravir différents échelons. D'abord, un passage en direction centrale où vous êtes en charge du suivi des exploitations et des dossiers des installations classées de protection de l'environnement. En 2011, vous prenez la direction de votre premier centre de tri et de collecte à Rieux-la-Pape. En 2019, vous retournez sur des fonctions soutien à Veolia sur la partie recyclage et valorisation des déchets. Et en 2024, vous prenez la direction des services des entreprises du secteur Rhône-Nord-Isère. L'actualité de Veolia étant particulièrement riche ces derniers jours, tant sur la partie recrutement que les évolutions du métier avec l'IA, c'est avec un grand plaisir que nous vous recevons ce soir pour évoquer ces différents points. On va rapidement vous laisser présenter vos organismes et ensuite le débat sera animé par Mademoiselle Dupin, centralienne, et Mademoiselle Elélou, issue de l'IEP. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée. Mon colonel, je vous laisse peut-être rapidement commencer. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Alors, en fait, moi, je viens de l'armée de terre, mais je vais essayer de parler au nom du ministère des Armées. Alors, pourquoi le ministère des Armées est légitime pour venir dans cette noble assemblée? En fait, c'est assez simple. C'est que au sein de l'État, le ministère des Armées, c'est le premier possesseur d'emprise. En domanial, ça fait à peu près 2750 km². Bon, c'est la taille d'un petit département. Ces différents terrains sont principalement des camps de manœuvre. Alors concrètement, un camp de manœuvre, c'est quoi? C'est un grand espace dans la campagne où on s'entraîne à faire la guerre. Mais on s'entraîne à faire la guerre en ne faisant pas n'importe quoi et surtout en protégeant l'environnement. Alors, cette contrainte, en fait, c'est un avantage. Pourquoi c'est un avantage? C'est parce que sur ces grands camps de manœuvre où on prévoit de préserver la biodiversité, ça permet d'avoir des ruptures au sein de cet espace qui permettent aux militaires qui s'entraînent de venir prendre en compte ces contraintes et d'adapter leur tactique à ce qui leur est imposé par leur environnement. Un autre point important, c'est que cette responsabilité sociétale et environnementale du ministère, c'est une forte préoccupation de notre ministre et de ses différents chefs d'état-major. Il y a une vraie volonté de prendre en compte tous ces sujets, que ce soit la biodiversité, mais de manière beaucoup plus contrainte, toute la protection des différentes installations classées. Alors, le ministère des Armées, c'est à peu près 4000 installations classées, un tiers dans le domaine des installations classées pour la protection de l'environnement, et puis le reste des installations classées, ce sont ce qu'on appelle les IOTA, donc c'est pour la protection de l'eau. Voilà, donc dernier point que je voulais évoquer, puisqu'on va parler de recrutement, le ministère des Armées, c'est le premier recruteur de France. C'est le premier recruteur de France en emploi pérenne. Voilà. Quand je dis ça, c'est que quand je parle de premier recruteur, on est à 30 000 recrutés chaque année. Je ne prends pas en compte les stagiaires, les apprentis, etc. Si on prend en compte les stagiaires, les apprentis, le premier recruteur, c'est McDo. Voilà. Mais quand je parle de recruteur, je parle d'emplois vraiment stables. Voilà. Sur ces 30 000 emplois proposés chaque année, il y a évidemment beaucoup de postes qui concernent le domaine environnement. C'est difficile d'aller faire le tri sur ce qui concerne réellement l'environnement, puisque ça peut aller très très loin. Juste pour finir, il y a plusieurs possibilités pour nous rejoindre. Vous pouvez nous rejoindre en tant que personnel civil, vous pouvez nous rejoindre en tant que personnel militaire, mais surtout, vous pouvez nous rejoindre en étant réserviste ou apprenti. Voilà. Mais on y reviendra au cours de la conférence. Merci, mon colonel. On peut ensuite passer à monsieur
Il y avait une petite présentation. Ouais. Vous l'avez? Bonsoir. Bonsoir. Oui, ça, c'est pas trop fort. Je vais adopter mon volume. Oui, donc moi, je représente effectivement la métropole de Lyon. Donc moi, je suis fonction. On va prendre le micro, ouais. C'est mieux là? Ça marche pas. Ok. Voilà, oui, c'est mieux. Donc je suis fonctionnaire, moi, effectivement, donc je suis responsable d'un service, donc je ne suis pas élu, hein, contrairement à M. Pierre Athanas qui devait venir initialement, mais je vais vous présenter ce que fait la métropole, et du coup ça vous fera une illustration pour l'ensemble des collectivités territoriales qui sont des recruteurs importants également. Donc on a une petite particularité, nous, ici à Lyon, c'est qu'on est une métropole qui a fusionné avec un département sur son territoire, donc on a des compétences un peu élargies, donc certaines compétences que vous n'aurez pas dans les autres agglomérations ou métropoles. Mais voilà, très rapidement, donc 58 communes, 1,3 million d'habitants, 9000 agents et 220 métiers différents. Donc effectivement, c'est pour dire qu'on a un éventail de métiers assez large. On verra dans la diapo d'après, justement, parce que ça illustre bien. Juste pour deuxième diapo, c'était juste pour illustrer le territoire. Enfin, normalement, à ce stade d'études, de vos études, vous devez savoir à peu près ce qu'est la métropole, puisqu'on commence à le voir en primaire maintenant. Mais donc voilà, pour rappeler juste l'étendue autour de Lyon, notamment, qui descend jusqu'à Givors, donc. Et puis donc sur la troisième diapo, la plus importante, ce que je voulais juste illustrer rapidement, puisqu'on parlait des différents métiers, c'était juste pour montrer qu'en fait, du fait de ces compétences un peu élargies, j'ai fait l'exercice rapidement hier soir de voir les différents métiers de l'environnement, et en fait on les retrouve à peu près tous dans les activités de la métropole. Notamment, vous voyez qu'on a les déplacements, donc notamment via le Citral, avec tout ce qui est transport en commun et les nouvelles mobilités. On a la propreté, bien entendu, avec la gestion des déchets, le développement économique, où on a tout ce qui est accompagnement, notamment du tissu économique à la décarbonation en ce moment, l'eau et l'assainissement, bien entendu, les grands projets et l'aménagement urbain, c'est un volet important, puisqu'effectivement, maintenant, dans tous les projets d'aménagement, on intègre les questions environnementales, mais on pourrait y revenir plus tard. L'habitat avec la rénovation énergétique. Et puis enfin, bien entendu, la partie énergie-environnement, hein, avec la transition énergétique et le secteur dont moi je m'occupe, en l'occurrence, qui est la partie risque naturel, risque technologique, et puis pollution de l'air, nuisances sonores et polluants émergents. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, c'est juste pour donner un petit peu un aperçu. Je vais laisser la parole au suivant, qui est... Merci. Il y a peut-être aussi des diapos. Mais je vais commencer sans les diapos. Donc, je travaille à l'INERIS. Alors l'INERIS, qu'est-ce que c'est? C'est l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Donc on est un établissement public à caractère industriel et commercial, ce qui veut dire qu'on a à la fois des missions de service public. On est appui au ministère de l'Environnement et plus particulièrement à la DGPR, la Direction Générale de la Prévention des Risques. Et puis, on a aussi des missions de service aux entreprises. On va aider les entreprises à mettre en œuvre finalement leurs obligations réglementaires en matière de prévention des risques et de préservation de l'environnement. Et puis, on a aussi une activité de recherche importante, puisque une de nos missions, c'est de préparer finalement les connaissances qui vont permettre à l'administration et aux industriels de gérer les risques de demain ou de mieux gérer les risques qu'on ne sait toujours pas bien gérer ou qui apparaissent voilà, à mesure que les connaissances évoluent. Voilà, donc c'est à peu près 500 personnes localisées en Picardie, mais on a quand même 2 personnes qui travaillent à Lyon, enfin à Villeurbanne plus exactement. Et puis on a quelques implantations dans d'autres villes de province. Voilà, ça j'ai déjà présenté, on peut passer à la suite. Donc quels sont les grands thèmes sur lesquels on travaille? Finalement, on a une approche qui... Alors, d'une part, je disais, un de nos métiers, c'est préparer le futur. C'est notamment travailler sur les nouvelles énergies et l'économie circulaire et les nouveaux métiers de l'environnement, les nouvelles technologies de l'environnement et les risques qu'éventuellement ces technologies apportent.
typiquement l'hydrogène, les batteries. On veut résoudre un problème d'environnement long terme qui est le dérèglement climatique, mais on introduit des choses qui brûlent ou qui explosent, qu'il faut pouvoir gérer. Ensuite, on a une deuxième activité. J'ai commencé par celle qui est en bas, caractériser les dangers des substances et leurs impacts sur l'homme et l'environnement. C'est-à-dire qu'en amont finalement de la chaîne de risque, il faut caractériser les dangers. Et l'INERIS a vraiment une expertise sur les dangers des substances, toxicité, écotoxicité, mais aussi inflammabilité, explosivité. Et une fois qu'on comprend bien les dangers, on va regarder comment ces dangers sont susceptibles de se manifester dans un contexte industriel, dans un environnement, et du coup, ça va donner notre deuxième axe qui est comprendre les risques à l'échelle d'un site industriel ou d'un territoire. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là pour le moment. Après, j'ai un peu les différents métiers qu'on a à l'INERIS, ils sont très variés, mais je pense qu'on y reviendra par la suite. Donc, je vais laisser la parole à madame. Bonjour, donc moi c'est Elodie Gatelier, je travaille chez Veolia Environnement, je suis directrice de secteur Rhône-Nord-Isère, donc dans le domaine de la gestion des déchets. Oui, j'avais préparé quelques slides pour élargir un peu mon propos, parce que moi je travaille dans le domaine des déchets dans le Rhône. Veolia, c'est un petit peu plus que ça. Donc juste pour, alors je ne vais pas vous passer tous les chiffres, mais c'était pour parler de nos activités. Donc Veolia Environnement, c'est 3 métiers. La gestion, enfin, le traitement, la distribution de l'eau, la gestion des déchets, et puis on travaille aussi dans l'énergie. On a près de 218 000 collaborateurs dans le monde, sur 5 continents. Donc dans les 3 métiers, si on peut dire très rapidement, dans l'eau, ce qu'on fait, c'est la distribution d'eau potable, la production d'eau potable, le traitement des eaux usées. Voilà, on va dire que c'est les 3 grandes parties. Dans les déchets, ce qu'on fait, c'est de la collecte et du traitement des déchets. Donc, dans les déchets dans le monde, on gère 63 millions de tonnes de déchets. Bon, ça, c'est un tellement gros chiffre que ça ne parle pas forcément. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Dans l'énergie, là, on gère des installations thermiques, on gère des réseaux de chaleur et de la maintenance des installations énergétiques sur des sites industriels. Voilà, pour donner une vision plus large des métiers de Veolia. Alors là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'était simplement pour... moi, ça me semble important de vous parler de ça. Veolia a ce qu'on appelle des programmes stratégiques dans le secteur privé, on dit souvent ça, qui sont des programmes sur 3-4 ans, en fait, où on fait un focus sur quelques actions précises. Donc bien sûr, on est dans le secteur privé, donc on table sur de la croissance, la rentabilité, etc., du chiffre d'affaires. Et notre programme stratégique, qui est 2024-2027, il s'appelle Green Up. Alors moi, je suis donc depuis près de 20 ans chez Veolia. Donc ça me semble important quand même de dire ça, parce qu'il y a 20 ans, notre programme stratégique, il ne s'appelait pas Transition écologique, Green Up, ou etc., etc. Alors ça fait quand même une quinzaine d'années que notre slogan dans les déchets, c'est faire du déchet une ressource. Donc c'est beau. C'est beau. Le slogan, il est bien, mais on n'applique pas tout de suite le slogan. Et donc là, notre programme stratégique, il s'appelle Green Up. Et l'objet de Green Up, c'est un peu de rendre un peu plus concret notre slogan. Alors je l'appelle slogan, mais je ne devrais pas, parce que c'est pas très... Je pense que les personnes de la direction générale de Veolia n'aimeraient pas que je dise ça, parce que ça fait un peu publicitaire, mais la transformation écologique, c'est notre raison d'être. Et le programme Green Up, il veut un petit peu concrétiser ça. Donc un programme stratégique, c'est définir en fait ce qu'on appelle des boosters de croissance. Donc aujourd'hui, nos boosters de croissance, c'est la décarbonation, la régénération, la dépollution. Donc en gros, on se définit un certain montant d'investissement qu'on va investir préférentiellement dans certains secteurs qui sont liés à la transition écologique. Voilà, je voulais juste vous parler de ça, parce que pour moi, qui ai un peu d'ancienneté chez Veolia, aujourd'hui, en fait, les discours se manifestent un peu plus dans des actions concrètes. Voilà. Alors, pour arriver jusque là où je suis, moi, à Lyon, donc Veolia, au sein de Veolia Environnement, moi, je travaille dans la branche qui s'appelle RVD, Recyclage et Valorisation des déchets.
Donc dans cette branche, on a des activités de collecte et de traitement des déchets. Donc on a des centres de tri et de recyclage, soit de déchets des collectivités, soit de déchets des entreprises. On a ce qu'on appelle des unités de valorisation énergétique, donc c'est des incinérateurs. Aujourd'hui, on les appelle comme ça parce qu'il n'y a plus un seul incinérateur qui fait que brûler des déchets. On produit de l'énergie, soit d'électricité, soit de la chaleur. On a des centres de traitement biologique, c'est des centres soit de compostage, soit de méthanisation. Donc pour produire soit du compost, soit du biogaz à partir de déchets fermentescibles. Et on a des installations de stockage de déchets non dangereux, donc c'est le terme d'aujourd'hui pour qui était hier, il y a 30 ans, des décharges. Donc voilà, aujourd'hui, ce ne sont plus des simples décharges et des trous où on met des déchets, c'est quand même des installations assez techniques qui produisent aussi de l'énergie. Et puis on a des nombreuses agences de collecte en France, puisque pour traiter les déchets, d'abord, on va les collecter, avec des moyens qu'on veut de plus en plus verts. Voilà, et je crois que j'ai une dernière slide pour dire ce que je fais moi. Voilà, donc je focus sur Lyon. Donc là, moi, je suis dans le secteur orange. En fait, je suis directrice de ce secteur orange. Donc on fait de la collecte des déchets et du traitement des déchets. Moi, je gère des agences de collecte et des agences de tri recyclage. À Mézieux, à Villefranche, à la Tour du Pin, Chassieux et Ampuis. On a un chiffre d'affaires d'à peu près 30 millions d'euros et je gère un effectif d'à peu près 90 personnes. On collecte 70 000 tonnes par an de déchets, que ce soit des déchets qu'on appelle résiduels, donc c'est des déchets ultimes, et déchets valorisables. Et on reçoit 80 000 tonnes par an de déchets à trier sur nos centres de tri, sur ces sites-là. Voilà. Merci pour cette présentation. Nous allons donc passer à la première partie de cette conférence. Existe-t-il un marché des métiers de l'environnement? Monsieur Debré, on vous laisse la parole. Existe-t-il un marché des métiers de l'environnement? C'est une vaste question. Alors oui, clairement, à partir du moment où on dit qu'effectivement tous les acteurs, et Veolia en est un très très bon exemple, qui travaillent dans le domaine de l'environnement et qui, du coup, vont recruter du personnel, à un moment, ils se placent sur un marché, et ils ont besoin de compétences. Et donc, il y a effectivement un marché spécifique avec des profils qui sont recherchés. Si je prends le cas de l'Ineris, voilà, nous, on a des métiers très variés. Sur la diapo que j'ai pas vraiment montré, mais que vous pouvez passer là. On voit qu'on a vraiment une très grande variété de profils. Tous ces gens-là n'ont pas forcément au départ un cursus dans le domaine de l'environnement. Ils sont pour la plupart plutôt recrutés pour leurs compétences scientifiques de base. C'est parce que c'est des ingénieurs procédés qui vont comprendre les installations industrielles, parce que c'est des toxicologues ou des médecins donc qui ont un bagage technique dans le domaine de la santé et qui vont être capables d'appréhender les risques liés à la santé des substances. Donc voilà, je pense qu'il y a effectivement un marché de l'environnement. Et là, c'est oups. Si vous pouvez revenir en arrière. Voilà, vous voyez un peu la diversité des métiers chez nous. Ça va de gens qui sont spécialistes des phénomènes d'explosion et incendie, de gens qui gèrent l'appui aux situations d'urgence et de crise environnementale, à des spécialistes de l'économie circulaire, à des experts en qualité de l'air, ou des gens qui font de l'évaluation de la dangerosité des substances chimiques. Donc vous voyez que c'est une gamme très variée. Et tous ces gens-là, ils ont en commun une approche méthodologique commune, une vision commune du risque, une compréhension de ce que sont les dangers et de comment ces dangers peuvent après avoir des impacts sur l'environnement et sur la santé et sur les installations. Et en même temps, on les recrute essentiellement parce qu'ils ont un bagage scientifique solide pour pouvoir voilà, faire des métiers un peu d'expertise. Bon, mais l'Ineris, c'est un cas un peu particulier dans le type de recrutement qu'on fait aussi, parce qu'on est un établissement
de recherche, d'expertise. Donc, Je peux compléter effectivement ce que vous dites en disant que même chez Veolia Environnement, on ne recrute pas forcément que des personnes qui ont des diplômes liés à l'environnement ou qui ont fait des études dans l'environnement. Alors surtout, moi si je peux témoigner sur les personnes qui travaillent dans mon secteur Rhône-Nord-Isère, effectivement sur les profils ouvriers déjà, j'allais dire forcément, c'est pas forcément, mais on a des profils plutôt pas forcément liés à l'environnement, ça va être des conducteurs, des trieurs de déchets, des techniciens de maintenance, voilà, qui sont pas forcément liés à l'environnement, après qui ont souvent une volonté quand même de travailler dans le secteur de l'environnement. C'est pour ça qu'ils vont postuler chez nous. Après, chez les managers de proximité, donc ils sont pas ouvriers, mais plutôt agents de maîtrise, là, on a des profils quand même plutôt managers, encadrants, des spécialistes un petit peu en logistique, en maintenance, donc c'est pas forcément aussi spécifique environnement. On peut en avoir, mais c'est pas forcément un critère de recrutement. Après, sur les installations industrielles, là, on va un peu plus sur des profils environnement, un peu scientifiques, effectivement, de la chimie, des personnes qui connaissent bien l'économie circulaire, de l'énergétique. Et puis après, sur des profils, on va dire comme les miens, d'encadrement, là, on peut avoir des profils un peu plus environnement. Alors après, moi, par exemple, j'ai un diplôme plutôt d'ingénieur généraliste, avec une option énergétique et environnement. Donc c'est plutôt mon appétence à l'environnement qui fait que je suis arrivée chez Veolia Environnement. C'est pas forcément des compétences environnement qui m'ont permis de rentrer chez Veolia. Ensuite, je voulais compléter par le fait de dire que sur les métiers d'encadrement, aujourd'hui, les profils, c'est des ingénieurs. On va plus vers des profils ingénieurs maintenant. Moi, en tout cas, dans le monde des déchets, quand je suis arrivée chez Veolia, il n'y avait pas beaucoup d'ingénieurs à l'encadrement. Il y a beaucoup de profils commerce, plus que d'ingénieurs, et beaucoup de profils aussi un peu autodidactes, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir des bacs +2 et qui vont se construire en fait dans l'entreprise, sachant qu'on travaille beaucoup sur la formation continue. Voilà, parce que après je pourrais parler pendant 1 heure, je crois, donc il faut que je laisse la parole. Merci. Alors la réponse est oui. Oui, il existe un marché des métiers de l'environnement. Et comme on parle de marché, il y a une forte concurrence. Et donc, les profils dont on a besoin sont difficiles à aller conquérir. Ça, c'est une certitude, parce que c'est un marché en pleine expansion, mais ça, on y reviendra en deuxième partie. Et puis, parce que le monde de l'environnement, il va en se développant. Donc, je pense qu'il y a 15 ans, on pouvait dire qu'il y avait à peu près une 50aine de métiers liés à l'environnement. Aujourd'hui, on est dans la gamme des 300 et voire plus en fonction des sites sur lesquels on va chercher l'info. Et ce marché dédié aux métiers de l'environnement, en fait, il est structuré à travers ce qui nous est imposé. Alors, au niveau du ministère des Armées, c'est assez simple. C'est qu'est-ce que nous impose la réglementation ? Donc, on a besoin de spécialistes en installation classée, etc. Et surtout, il faut comprendre cette réglementation. Donc, on a besoin de spécialistes issus des métiers du juridique, capables de vulgariser, de simplifier et de faire en sorte que les chefs soient capables de comprendre les enjeux, les impacts, les contraintes, les impératifs qu'il faut prendre en compte. Et puis le dernier domaine vraiment important, c'est le domaine de l'infrastructure au sens très large, depuis la production d'énergie jusqu'à la conception des bâtiments, etc. etc. Donc là, c'est le pompier de Paris qui vous parle. Il y a 20 ans, concevoir des bâtiments en bois, ça paraissait une hérésie. Aujourd'hui, il faut faire avec. Il faut faire avec en prenant en compte tout ce qu'il y a derrière en termes de maîtrise des risques et de protection de l'environnement.
la particularité du ministère des Armées, peut-être par rapport aux autres acteurs, c'est le fait que actuellement, on est vraiment engagé sur une volonté de s'inscrire dans une démarche liée aux finalités. Finalité, c'est être prêt à faire la guerre. On est payé pour ça. Et donc, arriver à maintenir une capacité opérationnelle tout en prenant en compte différentes contraintes. Alors, ça peut paraître complètement éloigné de ce dont on parle ce soir. Mais en fait, non. C'est-à-dire que si dès maintenant je raisonne dans une logique de ressources rares, capacité à utiliser des énergies nouvelles, capacité à penser l'avenir, je vais peut-être arriver à avoir une supériorité par rapport à mes adversaires potentiels. Et puis, je vais également préserver ma résilience. Je vais préserver ma résilience en faisant en sorte que chacune de mes bases opérationnelles soit autonome en production d'énergie, en ressources en eau, etc. etc. C'est un exemple que je cite, mais c'est un exemple intéressant. On avait mis en place un général pour gérer la reconstruction de Notre-Dame. Et là, on vient de mettre en place un général pour gérer ce qui s'est passé à Mayotte, avec 2 problématiques environnementales très fortes, les conséquences d'un cyclone, et puis l'accès de la population à une ressource rare qui est la ressource en eau. Et donc, dans ces domaines des métiers de l'environnement, la capacité à produire de l'eau, elle est véritablement fondamentale. C'est un besoin opérationnel aujourd'hui, mais c'est un besoin qui va s'accroître dans les années qui viennent. Et donc, juste pour finir, on a des vrais besoins en termes de compétences, en termes de profils bien formés, mais on a également des besoins en termes de volonté, adaptabilité et recherche d'un métier qui a du sens au service de la notion de service public. Et ça, je pense que ça nous... on se rejoint tous là-dessus, mais c'est vraiment important. Si vous venez au ministère des Armées, financièrement, peut-être que vous n'allez pas vous y retrouver. Mais en termes d'attractivité, d'ambiance de travail et de trouver du sens à ce qu'on fait, peut-être que vous allez vous y retrouver. Je vais faire la transition justement parce que c'était une réflexion que j'avais en écoutant vos interventions. Nous, on le constate à la métropole et dans toutes les collectivités en général, c'est qu'on a beaucoup de gens en fait effectivement qui font la passerelle dans un sens comme de l'autre entre privé et public. Nous, on a heureusement un peu de souplesse au niveau de la fonction publique territoriale de pouvoir prendre des contractuels quand les gens ne sont pas fonctionnaires, et quand on ne trouve pas de fonctionnaires, on peut ouvrir le poste à des contractuels. Et donc on voit souvent effectivement des gens qui viennent du privé, qui perdent une bonne partie de leur salaire effectivement, mais qui voient d'autres intérêts et qui testent. Et des fois ils restent, des fois ils restent pas. Mais en tout cas, c'est, je pense, des échanges qui sont intéressants parce que ça nourrit dans les deux sens. Et donc sur la question des métiers de l'environnement, donc effectivement nous, ce que je montrais tout à l'heure l'illustre bien. Il y a effectivement un vrai gisement d'emploi. Alors on en reparlera peut-être. En ce moment, il y a un peu de flottement parce qu'il y a des conditions budgétaires un peu partout qui font qu'il y a un petit ralentissement, mais les enjeux vont rester là. Ils vont même s'amplifier pour certains de manière significative. Donc je m'inquiète pas trop sur le fait qu'il y a un marché qui continue à se développer sur certains domaines en tout cas. Juste pour illustrer un petit peu sur les types d'emplois qu'on a nous dans ce domaine-là, vous avez vu tout à l'heure c'est assez varié. Je fais la distinction, mais classique, hein, c'est fait dans tous les répertoires de métiers de l'environnement entre ce qu'on appelle les métiers verts, c'est-à-dire des métiers où vraiment on est sur la finalité, c'est de protéger l'environnement ou de gérer des déchets ou de l'eau potable, voilà, des choses qui sont vraiment
très environnement, et des métiers qu'on appelle verdissants, où on en a beaucoup. Nous, à la métropole, c'est des gens qui travaillent sur des urbanistes, des aménageurs, des gens qui s'occupent des transports. Et je suis étonné, moi, à chaque fois quand je travaille avec eux, parce que je suis plutôt sur métier vert, moi. Et donc, une partie de nos missions, c'est de les former à ces questions-là pour qu'ils les intègrent dans leur activité. Et je suis toujours étonné de voir à quel point ils sont déjà sensibles et déjà au courant de ces sujets et intéressés pour aller toujours plus loin, pour intégrer des enjeux de, je sais pas, îlots de chaleur quand je fais un aménagement urbain, l'eau potable, comment je fais pour préserver ma ressource, des choses comme ça. Voilà. Donc donc c'est pour ça qu'on a une grande palette de métiers dans l'environnement, parce que ça va de gens qui sont en fait spécialistes et qu'on recrute pour ça, mais ils sont finalement pas les plus nombreux, et des gens qui sont formés dans un domaine de mobilité, d'urbanisme, mais qui ont une appétence effectivement pour hybrider leurs compétences et aller vers une petite option environnement dans ce qu'ils font, et qui va être très utile en fait. Je vous remercie pour vos réponses. On va passer au deuxième axe, qui est de savoir quelles sont les dynamiques de recrutement. Donc on a déjà un peu abordé les dynamiques de recrutement, de formation et de compétences dans ce marché pour les futurs diplômés que nous allons être, entre autres. Et on peut commencer par vous, mon colonel. Alors, en fait, traditionnellement, dans le monde des armées, on dit qu'il y a 3 niveaux d'exercice du métier. Il y a le niveau stratosphérique des administrations centrales parisiennes, dont malheureusement aujourd'hui je fais partie. C'est le niveau de la conception, voilà, où on définit des stratégies, etc. Il y a le niveau un peu plus intéressant, et puis il y a un représentant qui est là, M. Boucher, c'est le niveau de mise en œuvre, où ils sont là pour décliner cette stratégie centrale et définir comment, au niveau terrain, on va rentrer dans du concret. Et puis au niveau terrain, dans les à peu près 400 emprises dont dispose le ministère des Armées, on a des conseillers locaux en prévention, et parmi eux, il y en a un qui a une casquette environnement. Ouais, lui, son boulot, c'est de gérer tout ce qui se passe en termes de gestion des déchets, en termes de maîtrise des risques liés à l'environnement, en termes de passation de marché, etc. etc. Ce qui est intéressant, c'est que, à la fois, comme ce métier lié à l'environnement, il est assez récent au sein du ministère des Armées, on peut dire, allez, une vingtaine d'années, que la ressource est comptée, chacun à son niveau, que ce soit niveau d'exécution, niveau de mise en œuvre ou niveau de conception, en fait, ne va pas être restreint à un domaine d'expertise propre, mais va être obligé de co-construire une stratégie avec différents acteurs. Ouais, donc, dans ces compétences que l'on recherche, alors moi j'ajouterais aptitude à compétences, on recherche à la fois de l'expertise. J'ai une expertise juridique, donc je suis capable de vous expliquer c'est quoi le code de l'environnement, c'est quoi la réglementation des ICPE, etc. Et puis, j'ai une aptitude à simplifier, à être polyvalent, à fédérer, et je suis capable de vous aider non seulement à définir une stratégie, mais à la mettre en œuvre. Parce qu'en fait, le sujet, c'est ça, c'est que les problématiques environnementales, elles sont vastes. Si chacun est dans sa ligne d'eau, ça ne marche pas. Si le juriste, il se contente d'appliquer scrupuleusement son code de l'environnement, ça ne va pas marcher. Si par contre, il a compris qu'en simplifiant, en vulgarisant et en expliquant le pourquoi du comment
on est venu mettre telle phrase dans tel article, là, il va y avoir un vrai intérêt qui va permettre de comprendre comment on peut appliquer avec intelligence cette réglementation et faire en sorte de s'en sortir. Et je pense que le métier le métier le plus intéressant auquel vous allez pouvoir aspirer, c'est le fait que gérer l'environnement, c'est gérer des projets en mode collaboratif, en co-construisant une stratégie et surtout en fédérant les efforts. Ouais, et en faisant en sorte qu'il n'y a pas que les spécialistes de l'environnement qui sont intéressés à leur sujet, mais que justement, comme ils sont capables de marketer, entre guillemets, c'est très moche ce que j'ai employé comme verbe, mais rendre attractives les stratégies définies, tout le monde va être fédéré sur l'atteinte de l'objectif. Ouais, et c'est comme ça que ça marche. Et ça a vraiment du sens. Ça a vraiment du sens parce que derrière, c'est la responsabilité sociétale du ministère, de l'entreprise, de l'agglomération qui est en jeu. Et aujourd'hui, en fait, il y a un double intérêt. Premier intérêt, c'est maîtriser sa réputation. Mais le deuxième intérêt, il est concret, c'est ce dont on parle, c'est renforcer l'attractivité. Et ça va susciter l'envie d'autres personnes de rejoindre l'organisme en se disant ils ont véritablement une responsabilité sociétale, ils l'ont prise à bras-le-corps et ils la rendent vraiment concrète. Voilà, donc, pour revenir à la question, oui, il y a une dynamique de recrutement. Oui, il y a des compétences qui sont recherchées, mais au-delà des compétences, moi, je viens y placer des aptitudes à collaborer et à co-construire. Alors, moi, je vais mettre un petit bémol là-dedans. On a en ce moment une ambiance politique qui est un peu défavorable à l'environnement, un peu plus qu'elle ne l'a été il y a quelque temps. Et donc, on pourrait se dire finalement, ça risque d'avoir un impact sur le marché des métiers de l'environnement. Et en même temps, je suis persuadé qu'il y a un cadre qui a été construit qui rend de toute façon des actions nécessaires et que, indépendamment de ce contexte, les entreprises sont quand même conscientes qu'elles ont une responsabilité. Enfin, on parle de RSE, par exemple, c'est quelque chose qui induit quand même un certain nombre d'actions en faveur de l'environnement, en faveur aussi d'une démarche d'économie qui est finalement, j'allais dire, qui n'est pas seulement une démarche environnementale, mais qui souvent va dans le bon sens d'un point de vue environnemental. Donc, je pense qu'il y a quand même une dynamique qui va se poursuivre. Mais avec peut-être là une phase un peu plus compliquée parce que c'est moins à la mode d'afficher qu'on veut faire de l'environnement. Et pour certains collègues d'établissements publics, on parle beaucoup d'opérateurs de l'État. L'INERIS est un opérateur de l'État, mais il y en a d'autres. En ce moment, c'est un peu compliqué parce qu'ils entendent dire partout qu'ils servent à rien, qu'ils empêchent les gens de polluer à leur guise et que c'est quand même pas très raisonnable. Bon, j'espère que ça n'est qu'un discours ambiant et que par ailleurs, ça ne va pas profondément impacter la dynamique d'emploi autour de l'environnement. Alors nous, effectivement, on est peut-être un peu impacté, mais on est quand même dans une forte dynamique de recrutement. Alors, comme je disais tout à l'heure, pas forcément localement, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, dans mon secteur, je ne recrute pas forcément. Par contre, chez Veolia Environnement, on recrute assez massivement, comme vous disiez tout à l'heure, il y a des annonces. Donc il y a une vraie dynamique de recrutement sur des métiers liés à l'environnement, enfin en tout cas chez nous et peut-être chez des opérateurs qui sont déjà très orientés environnement. Et la dynamique,
Enfin, pour répondre à la question de la dynamique en ce qui concerne les compétences, et effectivement, comme vous disiez, enfin, je pense j'avais noté un peu la réponse que vous avez faite, en fait. Quand on cherche des compétences liées à la réglementation, parce que tous nos métiers sont fortement impactés par la réglementation ou sont boostés par la réglementation, en fait, nous, on exécute nos prestations, nos métiers conformément à la réglementation, et on accompagne nos clients, collectivités ou entreprises à respecter la réglementation. Et c'est souvent enfin, en France, en tout cas, c'est quand même la réglementation incitative qui nous fait avancer. Il faut le dire. Enfin, on a pas mal d'exemples chez nous. Donc, on cherche des profils qui sont quand même très, très au fait des choses sur la réglementation, que ce soit la réglementation ICPE. Et là, le plus récemment, nous, on est très impactés dans le domaine des déchets par la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire. Donc effectivement, plus les profils qu'on va recruter sont déjà sensibles à ces sujets-là, mieux c'est. On recherche aussi des profils très sensibles ou orientés innovation. Alors ça va un peu avec ce que je vous présentais tout à l'heure, notre programme qui s'appelle Green Up. Donc on veut que la transition écologique se manifeste par des actes. Et vraiment, aujourd'hui, notre orientation chez Veolia, c'est d'essayer de proposer un peu des ruptures, des nouvelles façons de voir les choses. On a besoin, au-delà des compétences scientifiques, réglementaires, etc., de ce que vous disiez. Donc c'est ce que j'ai noté, des profils qui sont déjà orientés, en fait, vers la transition écologique, qui sont motivés pour changer les choses, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour changer les choses. Parce que nous, on est souvent confrontés aussi à des clients collectivités, pas Saint-Étienne, j'en sais rien, en fait je ne sais pas pour Saint-Étienne, mais des clients collectivités ou des clients entreprises qui veulent changer les choses, mais qui ont un budget. Donc nous, on propose plein de changements, mais le changement, c'est pas forcément gratuit. Donc nous, on doit innover aussi pour proposer du changement, et qu'à la fin, ce soit quand même dans un équilibre économique, à la fois pour le client, collectivité ou entreprise, et pour nous-mêmes. Donc on a besoin pour ça de profils. Donc je reviens aux compétences, mais qui sont déjà très sensibilisés à l'environnement. Et alors quand je dis environnement, c'est vraiment décarboner, régénérer, économiser les ressources. Donc on a déjà, effectivement, qu'on n'ait déjà pas besoin de convaincre les personnes qu'on recrute, mais que ce soit des personnes déjà fortement convaincues pour qu'elles trouvent l'énergie de, alors ce qu'on appelle chez nous, changer la donne. C'est alors un peu un slogan d'Estelle Brakianov, qui est présidente, directrice du groupe Veolia Environnement. Changer la donne, par exemple, dans les déchets, ça veut dire justement économiser la ressource et se fixer des nouveaux objectifs. Enfin, par exemple, très concrètement, dans les déchets, nous, il y a 15 ans, par exemple, nos contrats entreprises et collectivités, on était presque exclusivement rémunérés à la tonne des déchets qu'on traite, qu'on gère. Donc plus il y a de tonnes, plus on est content. Donc à un moment, ça, c'est plus possible. Donc ça a changé. Donc aujourd'hui, on essaye de transformer tous nos contrats dans des contrats de performance où on est rémunéré une partie sur la quantité, mais cette partie devient de plus en plus petite, et la plus grande partie sur la performance, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clients à faire moins de déchets, à trier plus de valo énergétique, plus de valorisation matière. Voilà, donc pour revenir au recrutement, dans les profils qu'on recrute, on recherche un peu déjà une grande sensibilité à tous ces sujets-là, que ce soit déjà acquis. Oui, juste pour compléter, je pense qu'il y a vraiment une idée d'alignement des valeurs. Finalement, on cherche des gens qui ont des valeurs alignées avec les missions qu'ils vont avoir. Et effectivement, il ne faut pas que ces gens, à un moment, soient en dissonance complète quand ils sont en train d'exercer leur travail, parce que ça ne correspond pas à leurs valeurs. Et l'autre chose, j'ai l'impression qu'on l'a un peu entendu en filigrane, c'est une vision systémique, c'est-à-dire une capacité à relier des sujets qui potentiellement ne semblent pas reliés entre eux, mais qui finalement le sont parce qu'il y a un lien sur, par exemple, au niveau des impacts qu'une activité va avoir et qui, du coup, va générer d'autres impacts sur une autre activité. Il y a des notions économiques aussi qui sont importantes à intégrer. Donc, voilà.
Oui, pour aller dans ce sens, effectivement, moi je passe mon temps effectivement à faire des liens entre les différentes politiques qu'on mène, parce que voilà, on pense à embêter un petit peu les habitants sur leur déplacement avec une zone, avec une ZFE, mais en même temps on se dit, ah bah, du coup, commande publique, qu'est-ce qu'on fait nous sur notre parc de véhicules? Voilà, donc on fait toujours des liens comme ça pour s'assurer qu'on est cohérent sur l'ensemble. Et donc effectivement, moi j'interagis avec l'ensemble des directions de la métropole au final, quoi. Donc c'est des métiers très transversaux. Je vous rejoins aussi sur le fait que nous, ce qu'on regarde avant tout, c'est, enfin, dans les recrutements qu'on fait, moi je vois effectivement qu'on, même sur des domaines où finalement on demande une certaine expertise, c'est pas forcément toujours le plus expert qu'on va recruter. C'est vraiment la personne dont on voit qu'elle a des capacités d'analyse et de synthèse, des capacités d'expliquer des problèmes complexes, parce que des fois il faut expliquer des choses compliquées à des élus, des fois il faut expliquer des choses compliquées à des habitants, parce que c'est pas toujours évident de faire comprendre à des habitants que on va modifier leurs habitudes, mais qu'en fait, même s'ils ne le perçoivent pas tout de suite, c'est pour leur bien. Ça, c'est un vrai souci. Voilà, donc il y a vraiment besoin d'avoir cette capacité à prendre du recul et à pas être trop rigide dans sa façon de penser, en fait. Sinon, on sait qu'on va assez vite dans le mur. Donc voilà, ça c'était un premier point. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en termes de type de métier et de compétences, on a, pour compléter les propos de... Non, excusez-moi, j'ai mangé votre nom. Madame... sur l'interaction publique-privée. Il y a des choses intéressantes aussi, puisque en fait, nous, typiquement, il y a des domaines sur lesquels qui sont un peu trop spécialisés, sur lesquels on ne va pas déployer de compétences en interne, donc on va faire systématiquement appel à soit des bureaux d'études, soit des marchés, ou voire de la délégation de services publics, parce qu'effectivement on n'a pas les moyens en interne de faire ça. Donc là, on va en fait indirectement développer les métiers dans le privé. Et puis il y en a d'autres où on va internaliser parce qu'effectivement c'est une priorité des élus ou parce qu'il y a un petit peu moins de technicité. Pour donner un exemple, nous effectivement sur la métropole de Lyon, tout ce qui est aujourd'hui eau potable, assainissement, c'est quelque chose qui est passé en régie. Voilà, c'est depuis quelques années. Donc on a développé des métiers qui sont les mêmes en fait que ceux qu'on va trouver chez Veolia par exemple sur ces domaines-là. Mais il y a d'autres domaines, notamment dans certaines parties de la gestion des déchets où clairement c'est pas à nous d'aller gérer ça en propre. Donc on va aller dans ce cas-là travailler avec le privé. Voilà, donc c'est pour ça que je disais qu'il y a souvent des passerelles, c'est parce qu'en fait on se croise aussi sur la façon d'exercer les métiers, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là sur le... Je vous remercie pour ces réponses. Pour aller un peu plus loin dans le deuxième axe, une question ouverte, tout le monde ne répondra pas forcément. Pour aller plus précisément dans les types de formations, quels conseils vous pourriez donner aux étudiants dans les formations à choisir, lesquelles vous semblent les plus adaptées par rapport au profil que vous recrutez largement, mais aussi par rapport au profil dont vous manquez, dont il faudrait plus de diplômés? J'enchaîne puis après. Moi, ce que je disais, c'est que on cherche des profils par rapport à nos compétences, quoi. Donc c'est vraiment, voilà, on va chercher des gens qui ont un profil d'aménageur, d'urbaniste, de gestion de l'eau, de gestion d'espaces verts, voilà, des choses comme ça. Et puis après, effectivement, on va avoir dans ces gens-là des personnes qui ont de l'appétence pour ces sujets-là, voire qui ont fait une petite formation complémentaire avec un volet environnemental. Et donc c'est ces personnes-là qui vont nous intéresser. Les personnes qui sont vraiment spécialisées en environnement, parce que, je sais pas, elles vont être spécialisées sur la protection de la biodiversité ou la gestion des risques, on en a assez peu, nous, de notre côté, parce qu'effectivement, c'est plutôt des gens qui vont aller en peut-être INERIS ou bureau d'études. Donc on va aller voir parce qu'on va avoir des marchés publics avec ces gens-là sur certains sujets. Mais voilà, c'est pas le cœur de notre recrutement.
Alors, je serais bien en peine de citer une formation particulière. Par contre, évidemment que oui, une expertise particulière, c'est précieux. Voilà, donc, quelqu'un qui a fait une formation et qui maîtrise la réglementation ICPE, on l'accueille à bras ouverts, évidemment. Le domaine de la transition énergétique, c'est un domaine qui nous intéresse fortement. Et puis le troisième domaine important, c'est cette capacité à avoir une vision environnement dans le domaine infrastructure au sens très large, comme je l'ai évoqué, avec la capacité de concevoir des bâtiments complètement durables, responsables, etc. Voilà. Mais ça, c'est encore une spécificité particulière au sein du ministère des Armées, c'est ce qu'on appelle le service infrastructure de la défense. Voilà. Et qui, eux, maintenant, à chaque fois qu'ils conçoivent un projet d'infrastructure, viennent systématiquement y rajouter une brique environnement. Voilà, donc, comment ? Alors, le ministère des Armées est peut-être une exception, hein, mais en tout cas, en ce moment, il n'y a pas du tout de volonté de minorer la part de l'environnement au sein des différents projets, et les budgets sont au rendez-vous. Alors, côté Ineris, comme je disais tout à l'heure, on recrute essentiellement des gens qui ont un bagage scientifique quand même pointu dans un des domaines qui fait, dans un de nos métiers. Après, c'est toujours intéressant quand cette personne, sur cette base-là, a une couche supplémentaire de connaissances de la réglementation environnementale. Donc effectivement, installation classée, ça fait partie de... Mais réglementation environnementale au sens plus large du terme, ou une connaissance plus spécifique des sujets finalement qu'on va traiter. On recrute beaucoup de doctorants, par exemple. Et voilà, ça nous intéresse d'avoir des doctorants qui ont ce bagage scientifique de base, mais qui, à travers leur stage en master, à travers une première expérience de recherche, vont avoir construit à la fois des capacités pour travailler en recherche, et puis aussi des connaissances un peu pointues sur les sujets sur lesquels on est susceptible de les faire travailler. Bon, après tout ça, j'ai pas grand-chose à rajouter, sauf peut-être dire, ce que je disais tout à l'heure, on recrute un peu plus de profils ingénieurs maintenant que de profils commerce. Après des formations plutôt généralistes avec quelques options environnement ou énergie ou eau ou déchets, c'est toujours plutôt favorable. Et puis le groupe Veolia Environnement, et notamment en France, recrute quand même beaucoup en alternance. Alors même après un diplôme d'ingénieur. Donc alors moi qui l'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai un diplôme d'ingénieur et j'ai refait derrière un master 2 qui rajoute pas de niveau d'études, mais en alternance, qui est quand même très, moi je trouve très positif pour l'élève ingénieur et pour l'entreprise. Donc Veolia recrute pas mal comme ça. C'est pas un passage obligé, mais ça fonctionne plutôt bien. Après, les profils recrutés sont quand même très très variés chez nous, parce que il y a beaucoup de métiers différents, beaucoup de situations différentes. Donc on est assez ouvert en général à beaucoup de profils et très sensible à la motivation et à l'implication des personnes. Et alors là, je vais faire très vieille France. J'y vais quand même. On est peut-être plus sensible maintenant au savoir-être qu'au savoir-faire. Voilà, je m'arrête là. Merci pour vos interventions sur cette deuxième partie. On va désormais passer à la troisième et dernière partie. Quel est l'avenir du marché des métiers de l'environnement ? Madame Gatelier, on vous laisse commencer. Ok. Alors moi, j'avais noté pour répondre à cette question que quand même dans les choses nouvelles qui apparaissent ces dernières années, on recrute aussi beaucoup de profils de ce qu'on appelle chez nous data analyst.
Et c'est assez nouveau chez nous. Enfin, alors nouveau, quand je dis nouveau, ça fait déjà quand même pas mal d'années, mais on essaye de capitaliser sur les données qu'on va collecter en même temps que les déchets. Donc c'est bien connu, il y a beaucoup de données dans vos déchets. Non, je ne parle pas de ça, je ne parle pas des données qu'on va fouiller dans vos déchets. Je parle des données de quantité, de nature de déchets par rapport à la population, à la géographie. Donc par exemple, dans nos contrats avec les collectivités, on a souvent des contrats de performance où du coup, nous, en collectant les déchets, on est assis sur une mine d'informations de quantité et de nature des déchets entre les déchets résiduels et déchets valorisables, donc la collecte sélective, en fonction des adresses des déchets collectés. Donc on a une mine d'informations et finalement ces informations, nous, on peut les utiliser, les analyser pour faire progresser dans la valorisation, dans par exemple l'accompagnement au geste de tri. Donc on peut mettre en œuvre des équipes d'ambassadeurs de tri sur un secteur géographique très précis parce qu'on aura analysé la composition des déchets collectés dans telle zone et on va se dire ah bah là par exemple dans tel secteur on trouve qu'il y a beaucoup de déchets valorisables qui sont mis dans les bacs de déchets résiduels ou inversement beaucoup de refus dans la collecte sélective. Donc du coup on sait que c'est là qu'il faut envoyer nos ambassadeurs de tri ou les ambassadeurs de tri de la collectivité. Et donc pour faire tout ça, on a, nous, beaucoup progressé sur la collecte des données. C'est-à-dire quand on collecte les données, on note tout, en fait, dans aujourd'hui des smartphones, par exemple, qui sont reliés à des bases de données qui sont stockées dans des data lakes et qu'on peut en instantané, en fait, construire plein de rapports, d'analyses de données qui permettent des actions suite à l'analyse des données. Et pour faire tout ça, en fait, on a besoin de profils de data analystes qu'on recrute maintenant beaucoup en alternance. On travaille aussi sur tout ce qui est intelligence artificielle, puisque du coup, on essaye là aussi de progresser beaucoup sur la caractérisation des déchets en entrée de nos centres de tri. Puisque, par exemple, nos clients entreprises sont censés nous fournir une caractérisation de leurs déchets et on doit les accompagner à bien séparer les déchets ultimes des déchets valorisables. Donc pour ça, il faut faire des caractérisations régulières. Donc on ne va pas mettre 10 personnes à faire des caractérisations les mains dans le déchet. Donc on essaye de travailler avec de l'intelligence artificielle et des images en surfacique. Voilà, donc la data et l'intelligence artificielle, c'est quand même un des axes nouveau de recrutement. Après, j'avais noté aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans notre recrutement, je pense qu'on fait plus attention à avoir des profils qui sont capables d'avoir des analyses multicritères, vraiment globales, de la gestion de projet et de pouvoir mettre en cohérence beaucoup de critères qui parfois peuvent paraître opposés entre la rentabilité économique et le respect de l'environnement, l'innovation qui parfois peut être chère. Voilà. Donc il faut des personnes qui sont capables de s'adapter à tout ça. Et on cherche aussi, enfin l'avenir du recrutement dans nos métiers, c'est des personnes qui vont être, c'est un peu redondant tout ce qu'on se dit, je pense, mais vraiment très souple. Parce que les métiers de l'environnement, c'est pas que des métiers matures. Donc, bien sûr, la production de l'eau potable, c'est des métiers qui sont très matures. Alors, quand je dis mature, ça veut dire des métiers qui existent depuis des dizaines d'années. Où on a fait évoluer les technologies, on sait maintenant ce qu'il faut faire et on est dans l'ajustement. Alors, mes collègues n'aimeraient pas forcément que je dise ça, mais dans l'ajustement des petits détails. Mais en gros, on sait faire le métier. Et par contre, on a des métiers beaucoup moins matures. Comme par exemple la collecte sélective en France, ça date que des années 2000 en fait, donc c'est assez récent. Donc on a plein de choses à faire progresser, produire de l'énergie à partir de déchets. C'est pareil, c'est très récent. Donc il nous faut des profils, des personnes qui savent s'adapter au changement et proposer sans cesse des nouvelles perspectives. Pas mieux. Non, mais enfin, effectivement, à l'INERIS, nos métiers, c'est gérer des bases de données pour le compte du ministère de l'Environnement et de produire des modèles à partir de ces données. Et clairement, on voit que ce métier-là, il va s'accentuer et on va avoir besoin de compétences dans le domaine de la gestion des données et de
l'interprétation de l'utilisation de ces données pour alimenter de l'intelligence artificielle et des modèles. Donc on a exactement cette même évolution. Et après, pour le reste, complètement d'accord avec le diagnostic, on est sur des problématiques qui sont très changeantes. Finalement, des sujets environnementaux, il en apparaît régulièrement. Il n'y a pas encore si longtemps, on ne parlait pas de PFAS. Alors, on aurait dû en parler, puisqu'on a des connaissances quand même depuis... mais ce n'était pas un sujet. Là, en quelques années, voire en quelques mois, le sujet est devenu majeur. C'est devenu un sujet majeur pour nous à l'INERIS, même s'il y avait déjà des gens qui travaillaient un peu dessus. Et voilà, cette capacité d'adaptation, de s'emparer d'un nouveau sujet, mais très vite d'apporter des réponses aux enjeux pour les décideurs publics, par exemple, ça c'est un élément clé. Et du coup, dans les qualités qu'on recherche, il y a vraiment cette capacité d'adaptation. Et puis il y a une notion de curiosité. Il faut que les gens soient curieux. Quelqu'un qui finalement reste dans son domaine, dans ses compétences, dans ses habitudes, il va avoir du mal à justement affronter tous ces problèmes qui apparaissent. On parle, le changement climatique aussi change la donne complètement, on le voit en ce moment. Ça crée des problèmes nouveaux et il faut être capable de s'en emparer rapidement. Voilà. Alors, en réponse à la question, l'avenir, votre avenir va être radieux. Ça, c'est une certitude. Alors, c'est pas moi qui le dis. Hein, j'ai fait l'exercice d'aller regarder ce qu'on trouve sur Internet sur le sujet. Et en fait, dans les années qui viennent, d'ici 2050, beaucoup plus qu'une classe d'âge travaillera dans le domaine de l'environnement au sens large. Beaucoup plus qu'une classe d'âge. Donc, les métiers liés à l'environnement, l'offre va être de plus en plus importante chaque année, avec l'émergence de nouveaux métiers, avec le maintien de certaines spécialités qui existent aujourd'hui. Mais donc, comme l'offre va augmenter, comme en plus, malheureusement, la démographie étant ce qu'elle est, il y aura de moins en moins de prétendants à ces différentes offres, et qu'en plus, les compétences ne seront pas forcément au rendez-vous des profils recherchés, il va y avoir une forte concurrence dans le marché du recrutement des métiers de l'environnement. Ça, c'est une certitude. Et qui dit concurrence dit forcément une meilleure attractivité salariale. Donc je pense que vous pouvez être rassurés sur votre avenir. La deuxième tendance lourde que je vois, c'est le fait qu'en termes de gestion du risque environnemental, on va et on doit passer d'une logique rétroviseur avec des statistiques sur des probabilités d'occurrence à une capacité à se projeter dans l'avenir. Voilà, dans les 30 ans qui viennent, savoir qu'il y avait telle probabilité d'occurrence de tel risque environnemental, non, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera que si on se met dans un schéma mental de futurologie où on anticipe les risques qui vont poindre. Alors, donc, effectivement, il y a 5 ans, on ne parlait pas de PFAS, mais il y a plein d'autres risques qui vont émerger, dont on n'a pas forcément conscience. Et alors, j'y avais pas pensé, mais ça m'est venu au fur et à mesure de la discussion. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le ministère des Armées, on avait mis en place une Red Team pour imaginer les scénarios des guerres probables, etc. Et je pense que de la même manière qu'on a mis en place une Red Team, il faut qu'on se dote d'une Green Team. Voilà. Et cette Green Team, son boulot, ça va être de penser les risques environnementaux auxquels on sera soumis, à la fois sur le territoire national, qui vont impacter la vie de nos institutions, et puis également cette capacité d'anticiper l'avenir
partout dans le monde, parce que la France n'a pas vocation à penser son action uniquement sur son territoire national, à la fois en métropole et à la fois outre-mer, mais également en prenant en compte tout ce qui se passe dans le monde, parce que ça a forcément des conséquences sur la manière dont on pourra être engagé à l'avenir. La dernière tendance lourde de fond, elle a été évoquée, c'est l'apport de l'intelligence artificielle. Face à une réglementation prolifique, effectivement, demain, l'intelligence artificielle va être capable, en instantané, d'expliquer à l'exploitant quelles sont les réglementations auxquelles il est soumis et qu'est-ce qu'il doit appliquer à son niveau. Et ça va faire gagner du temps à tout le monde. Voilà. Alors, est-ce que c'est vraiment de l'intelligence artificielle ? J'en suis pas sûr, puisque c'est simplement de l'automatisation de traitement des données et de leur exploitation. Mais oui, il va y avoir une grosse tendance à ce niveau-là aussi. Voilà, donc, votre avenir va être radieux. Comme ça a été dit, il faut vous inscrire dans une capacité de curiosité et d'anticipation. Qu'est-ce qui va se passer dans les 15, 20, 30 années qui viennent et comment je vais m'inscrire dans ces changements profonds et comment je vais adapter ma stratégie sans être obligé de la subir. Parce qu'en fait, en termes d'environnement, l'important, c'est de faire en sorte que le design qu'on a prévu, en termes d'infrastructure, en termes d'équipement, etc., ne soit pas remis en cause 5 ans après l'avoir mis en place. Sinon, ça coûte 3 fois plus cher. Donc si dès le début, j'ai prévu que mon bâtiment serait parfaitement éco-responsable et parfaitement adapté à ce qui se passera dans 10 ans en termes de pénurie en eau, de pénurie en énergie, d'impact climatique majeur sur le territoire concerné, plus fort je serai 10 ans après, et au final, moins ça coûtera aux contribuables. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que on n'en a pas forcément parlé, mais on a souvent tendance à dire que, vous le savez, il y a business unit, service unit. Donc business, c'est ce qui crée du profit, c'est ce qui focalise l'attention des décideurs, etc. Mais l'environnement, est-ce que c'est uniquement du service unit ? J'en suis pas sûr. Parce qu'en ferme, il y a une notion de profitabilité à long terme qui doit être prise en compte. Et justement, ce sera votre boulot demain d'aller convaincre les décideurs que se préoccuper d'environnement, peut-être qu'à l'instant T, on a l'impression que ça coûte cher, mais 15, 20 ans plus tard, si les choix sont faits judicieusement, ça va permettre au final à l'organisme de faire des économies. Alors moi de mon côté, avant de répondre, je vais prendre 5 minutes pour évoquer un peu les enjeux actuels et futurs, parce que c'est un lien direct avec l'évolution du marché de l'emploi. Donc nous, au niveau de la métropole de Lyon, on est en train de réviser notre plan climat territorial, le PCAET. Donc je ne veux pas vous apprendre quoi que ce soit. Vous le savez tous au niveau de votre génération qu'effectivement on est sur une trajectoire carbone qui n'est pas très bonne. On est en plus, nous, sur Lyon, sur un territoire, c'est un des territoires en France qui se réchauffe le plus vite. Et on sait qu'on va prendre 2 degrés de plus d'ici 2030. Donc on a un petit peu des enjeux par rapport à ça. On a des objectifs. Alors, au niveau national, il y a la stratégie nationale bas carbone, et puis ensuite au niveau de chaque collectivité, on doit traduire ça avec un plan climat air énergie territorial qui explique comment chaque collectivité met en œuvre des actions qui permettent d'aller vers les objectifs de la stratégie nationale. Donc c'est un exercice très important. On voit aujourd'hui, nous, sur le territoire de la métropole, que l'objectif pour nous, si on veut atteindre cette atténuation du changement climatique, c'est de réduire de 55% les émissions en 2030 par rapport à 1990.
Et en 2021, on a fait l'exercice d'évaluation, on s'est aperçu qu'en fait, ça réduisait, mais pas assez vite. Donc il faut faire plus que ce qu'on a fait les années précédentes. Donc ça aussi, je ne vous apprends rien, normalement. Donc vous voyez qu'on voilà, a cet enjeu d'accélérer encore plus. Donc ça a un impact fort sur les priorités des élus et du coup, les priorités, les métiers sur lesquels on a le plus de besoins. Je vais aller un peu plus en détail après. Et là, on parle que une des 6 limites planétaires qui est le dioxyde de carbone, parce que je peux vous parler aussi de l'enjeu sur l'eau, notamment, qui est une ressource de plus en plus rare à la fois en qualité et en quantité. Et ça, c'est aussi une de nos compétences, donc c'est un vrai sujet pour nous. La biodiversité, bien entendu. Les polluants émergents, on en a parlé. Donc effectivement, notamment, on entend beaucoup parler des PFAS aujourd'hui. C'est effectivement aussi un sujet pour nous. Et puis l'artificialisation des sols, qui est un autre des 6. Mais voilà, ça fait le lien avec l'aménagement, donc c'est pour ça que j'en parle aussi. Donc sur tous ces sujets-là, en fait, on est un peu sous pression parce qu'on a d'une part, on sait qu'effectivement il faut inverser une tendance, mais on sait aussi que c'est quelque chose qui est compliqué à faire entendre parce que c'est en fait une vraie logique de changement de comportement pour les habitants. Et changement de comportement, ça prend du temps, et ça prend beaucoup d'énergie. Et c'est rarement compatible avec les délais d'un mandat politique. Voilà. Donc il y a un sujet qui va nous occuper encore longtemps. Pour illustrer un petit peu sur du coup, les métiers chez nous qui sont impactés par ces enjeux-là. Donc, sur la question du climat, on a effectivement tout ce qui est lié aux mobilités, avec comment inciter les gens à passer vers des mobilités actives, on va appeler ça comme ça, donc tout ce qui est vélo, piéton, et puis les transports en commun, bien entendu. Donc ça, c'est probablement le sujet le plus polémique, hein, vous en avez tous entendu parler, mais c'est un petit peu quand même un sujet fondamental sur la partie climat. Et puis on va avoir d'autres aspects sur le climat qui est, on sait qu'on ne peut pas atténuer à 100%. Donc on aura un réchauffement, 2 degrés, je vous disais, là, dans 5 ans. On voit déjà 1,4 degré aujourd'hui les impacts. Hein. Donc après, on a une politique qui est sur l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on n'a plus trop le choix, il faut aussi adapter notamment les espaces urbains au réchauffement climatique. Donc là, on va impacter tous les métiers chez nous qui sont liés à l'aménagement. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des besoins sur comment on végétalise fortement l'espace urbain, comment on le rend résilient aussi, parce qu'en fait, on végétalise, mais si dans 5 ans on n'a plus d'eau, la végétation ne sera plus là. Donc on a aussi l'impact de comment gérer les épisodes de sécheresse en faisant des réserves en eau pour alimenter, si besoin, ces espaces plantés. Comment faire évoluer l'urbanisme pour être moins sujet aux îlots de chaleur, ça veut dire être avec des espaces où l'air circule mieux, ou à l'inverse, si on ne peut pas avoir des espaces plus denses où on va se retrouver sur d'un urbanisme type méditerranéen, c'est-à-dire avec des rues étroites où on conserve la fraîcheur, typiquement. Donc ça touche tous ces sujets-là. Ça touche la rénovation des logements aussi, parce qu'on en parlait, mais on a beaucoup été ces dernières années, même si on n'a pas atteint les résultats sur la rénovation liée par rapport à l'économie, au fait de réduire l'impact du CO2, donc améliorer l'efficacité énergétique. Mais on se retrouve aussi maintenant du coup avec, en parallèle, comment faire des bâtiments qui sont aussi résistants à la chaleur. Parce que le risque pour nous, c'est d'aller après sur un développement anarchique de solutions qui sont des solutions de maladaptation, type climatisation. Donc il faut arriver à trouver des solutions de rafraîchissement naturel. Donc tout ça est imbriqué en fait. C'est comment on améliore l'aménagement, l'urbanisme et du coup le confort des habitants. Quelques exemples. Sur l'eau, je voudrais quand même revenir aussi sur l'eau parce que l'eau aujourd'hui, donc on est sur une ressource qui se raréfie en termes de quantité parce qu'on a effectivement moins de précipitations et quand elles arrivent, au lieu d'augmenter les ressources en eau, elles vont augmenter le risque d'inondation parce qu'en fait on est sur des
des fortes précipitations sur des périodes courtes. Donc on a des épisodes avec voilà, typiquement ce qui s'est passé à Givors le 17 octobre. Et donc ça fait aussi partie des métiers qui sont impactés chez nous, puisqu'il faut du coup travailler sur l'aménagement des cours d'eau, soit parce qu'on va donner plus de place au fleuve, soit parce qu'on va essayer de réguler le débit ou mettre en place des digues. Donc ça, c'est vraiment des métiers qui nous occupent beaucoup en ce moment. Voilà, et donc quand on parle des ressources en eau potable, je reviens au sujet. Donc on a des quantités qui diminuent et on a une qualité qui se dégrade, puisqu'on voit de plus en plus, alors soit parce qu'on a l'effet cumulatif au fil des ans des activités humaines, soit parce qu'on mesure certaines choses qu'on ne mesurait pas avant, notamment les PFAS. Et on voit qu'en fait, effectivement, on a quelque chose qui se resserre. Donc ça engendre chez nous des questions de comment on développe des pratiques agricoles sur les captages, mais maintenant plus largement autour, qui sont plus respectueuses. Comment on développe des nouveaux types de traitement de l'eau, parce qu'on a mis en place, ou on est en train de mettre en place des choses comme la filtration au charbon, et on s'aperçoit que ça ne marche pas sur certains nouveaux polluants. Voilà. Donc ça pose plein de questions. Donc voilà, c'est juste pour illustrer, je pourrais en parler encore longtemps, mais je pourrais aller dans le même sens que ce qui a été dit. Voilà, c'est des métiers dans lesquels il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Merci pour vos interventions très enrichissantes sur ces 3 parties. Nous allons désormais donner la parole au public et passer aux questions. Oui, je me sens obligé d'intervenir parce qu'en fait, je vous explique pourquoi. Mes étudiants sont là, ils vont comprendre pourquoi j'interviens. En fait, je suis responsable du Master Management de l'environnement et l'efficacité énergétique à l'INSA Lyon. Et depuis des années, on a 3 heures de cours sur l'ISCPE. Sauf que cette année, l'enseignant est parti en retraite et donc je ne l'ai pas remplacé. Et là, j'avais l'impression que si, en vous écoutant, que si on ne sait pas ce que c'est que l'ICPE, on passe à côté d'un recrutement. Parce que vous avez tous parlé de l'ICPE, alors que ils ont 60 heures sur le droit de l'environnement, droit du sol, droit de l'air, droit de l'eau. Donc je veux les rassurer que s'ils savent pas ils savent ce que c'est que l'ICPE, hein, mais ils n'ont pas eu 3 heures comme d'habitude. Donc je voulais donc les rassurer parce que vous avez quand même pas mal parlé de... Et là, ils vont me tuer parce qu'ils m'ont dit, voilà, ils ont tous parlé d'ICPE. Voilà. Et donc, en même temps, dans l'environnement, en fait, il y a tellement de choses qu'on doit enseigner dans la formation qu'il faut faire un choix, et le choix, il est très difficile. Faut-il remplacer les 3 heures d'ICPE par l'alimentation durable, par l'acceptabilité sociale, par la RSE, par la CSRD, ou faut-il garder l'ICPE ? Donc, c'est très compliqué, au fait. Voilà. Donc, sinon, donc ça, c'était juste une remarque, hein, je ferme la parenthèse. Sinon, j'ai une question sur l'alternance. Là, je m'adresse peut-être un petit peu à Veolia. Donc, on a ouvert le master à l'alternance depuis l'année dernière. Donc, il y a effectivement des demandes. Et quand on suit un petit peu l'actualité, j'ai l'impression, donc il y a donc 2 alternances, 2 types. Donc il y a le contrat pro, contrat professionnalisation, et le contrat d'apprentissage. Donc pour le contrat de professionnalisation, il n'y a plus d'aide de l'État. Et il me semble que dans le nouveau budget, il n'y a peut-être pas, je ne suis pas sûr, d'aide pour le contrat d'apprentissage. Est-ce que malgré tout, vous continuez à recruter des gens en apprentissage? Oui. Ah, on m'entend. Oui. Alors, je ne suis pas une spécialiste. Effectivement, je pense qu'il y a des choses qui ont changé, comme vous dites. Après, néanmoins, il n'y a pas aucune aide. Il en existe encore. Je suis pas sachante sur le sujet, mais on recrute encore en alternance, oui. Alors, un petit peu moins, je pense qu'il y a 10 ans, peut-être, où on avait même un campus, plusieurs campus, et on a moins de campus maintenant, mais on a encore des alternants.
Et d'ailleurs, moi, l'année dernière, j'ai encadré un alternant de l'INSA de Lyon. Et on a encore quelqu'un cette année. Donc oui, on continue. Parce que c'est... Alors, Veolia Environnement, en plus, c'est vraiment engagé il y a quelques années dans cette dynamique-là. Et je pense que au-delà des subventions, enfin, alors bien sûr, on est une entreprise privée, hein, donc je ne vais pas dire que même s'il n'y avait plus de subventions, on continuerait à tout prix parce que c'est notre raison d'être, etc., etc. Je ne vais pas vous dire ça. Bien sûr, ça peut diminuer un peu le volume d'alternants qu'on prend. Néanmoins, c'est quand même très enrichissant pour l'entreprise et la formation en alternance, elle est très riche, même sur des profils ingénieurs. Elle est très, très, très riche pour l'entreprise parce que vous avez une personne qui est déjà formée et qu'on va former au fil du temps, sur 1 an ou 15 mois parfois, vraiment à nos métiers et aux spécificités. Et du coup, s'il n'a pas entendu parler d'ICPE dans son diplôme d'ingénieur, ben on va lui expliquer. Et comme on fait beaucoup de formations continues, par exemple chez nous, moi j'en ai parlé, et moi dans ma formation, j'avais suivi des notions ICPE, mais c'est pas si grave que ça. Et, nous, on travaille beaucoup sur l'alternance et aussi la formation continue sur les personnes qui sont en CDI. Merci. Vous m'avez sauvé. Peut-être pour compléter sur la question des ICPE, en fait, ce qu'on cherche par contre, c'est éventuellement des étudiants qui sont capables de se confronter à de la réglementation. Et quelle que soit la réglementation qu'ils auront vue dans leur parcours, s'ils ont les bons réflexes pour aller chercher l'information, ils sauront comprendre ce que c'est qu'une ICPE et du coup... Bien. Je suis juste le voisin d'à côté, vous n'avez pas besoin de chercher vers les hauteurs de l'amphi. Bon, moi, je m'appelle Hassan Abdelmalki, je suis responsable du master qui vous accueille. Je commence nécessairement par les remerciements. On vous remercie. Je vous remercie personnellement et l'équipe également pour la qualité de vos présentations et la richesse, je dirais même par certains côtés, l'originalité de vos propos. Je vais y revenir. Moi, je ne voudrais pas poser de questions, j'aimerais faire 3 remarques qui valent peut-être autant de questions. La première, c'est que la situation économique globale du pays et de l'Union européenne est désastreuse. Les finances publiques sont non pas au bord de l'implosion, mais on est déjà au fond du trou. Mon colonel, vous nous demandez de nous réjouir pour l'avenir parce que les métiers de l'environnement vont fleurir, vont se développer. Vous donnez presque l'impression que les métiers de l'environnement s'émancipent de l'état de la conjoncture. C'est impressionnant. Je vous dis vraiment les choses comme je les ressens, je suis impressionné. La deuxième remarque, c'est à vous écouter tous les 4, on a l'impression qu'il existe 2 types ou 2 modèles de marché du travail. Il y a le marché du travail organisé, c'est l'armée par exemple, c'est le modèle type. Il y a des conditions pour entrer, il y a des circuits de promotion, des grilles salariales. Pour être officier, il faut sortir de Saint-Cyr ou d'une école équivalente, etc. Puis ensuite, on est aspirant, lieutenant, capitaine, commandant, colonel, etc. etc. L'INERIS ressemble un peu à ça, parce qu'il y a des conditions d'expertise, de diplomation à l'entrée des métiers de l'environnement. À l'inverse, et j'enjambe un peu la métropole de Lyon pour aller vers Veolia. Veolia nous donne l'impression qu'au fond, ce qui compte... J'ai été impressionné d'entendre que le savoir-être l'emporte sur le savoir-faire ou le savoir tout court. Je vous dis les choses comme je les ressens. Je pense tout de même qu'il y a des conditions aussi de diplomation sur la réglementation, etc. etc. Mais il se dessine très nettement 2 modèles ou 2 types ou 2 catégories de marché du travail. Marché organisé, marché non organisé, au moins organisé. Mais ma 3e remarque, elle est plutôt de l'ordre de... Je voulais entendre des choses, mais je ne les ai pas entendues. Par exemple, vous donnez l'impression que vous pouvez recruter allègrement dans le présent et que vous pouvez aussi recruter pour l'avenir. Moi, ce que je lis la presse, je lis l'actualité, et ce que je constate, c'est que c'est l'impréparation du pays, c'est l'impréparation de l'administration de l'État, c'est l'impréparation, y compris des grandes boîtes comme Veolia, à recruter pour les métiers de l'avenir, pour lesquels il va falloir lutter contre les inondations, les ouragans, les incendies, le manque d'eau, la sécheresse, tout ce que vous voulez, etc. Et mon colonel, vous avez évoqué cette question, j'allais dire subrepticement, ça a été présent dans vos propos, mais vous ne l'avez pas développé comme les autres aspects de votre intervention. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette dernière remarque. Est-ce que vraiment aujourd'hui, par exemple Veolia, est-ce que vous savez qui vous allez recruter pour les métiers de 2028, 2032, 2035, 2040 ? Est-ce que vous avez une idée des scénarios ou des scénarios économiques qu'est-ce qui va se passer dans les 10 prochaines années ? Est-ce que vous avez déjà commencé à recruter à cet effet ? Voilà ma 3e remarque.
Alors, si je peux déjà réagir à la première remarque que je peux, qui était sur le fait que le pays soit dans une situation économique difficile et qu'on a l'impression que ça booste les métiers de l'environnement. Et moi, je dirais que, en tout cas, dans le domaine dans lequel je travaille sur les déchets, oui, ça nous booste quand même. Alors, ça ne nous réjouit pas forcément que nos clients collectivités ou les clients entreprises aient moins de budget et qui nous disent nous, on veut toujours plus pour moins. pour moins. Donc, ça ne nous réjouit pas. Mais par contre, ça nous force à réfléchir autrement, à ce que je disais, pas être payé sur les quantités, mais être rémunéré sur la qualité, leur faire économiser de l'argent en proposant plus de valorisation, des collectes différentes, une organisation différente, une sensibilisation de leur personnel, par exemple, au tri de la matière. Donc plus on va trier à la source, moins ça va coûter cher. Donc ça peut quand même, la situation économique, nous booster un petit peu sur nos modes de réflexion. Donc je pense que c'est quand même, c'est pas toujours positif, mais c'est pas que négatif en ce qui me concerne, en tout cas dans mon métier de la gestion des déchets pour des clients entreprises en plus, qui doivent maîtriser leur budget et qui nous contraignent un petit peu et qui nous forcent à réfléchir autrement. Je pense que ça nous booste. Après, sur votre dernière question, je pense qu'il est difficile aujourd'hui de définir exactement les profils qu'on va recruter en 2040. Enfin, je pense que ce serait malhonnête de dire qu'on a des idées très précises. Par contre, dans ce que je vous disais sur l'avenir, sur le fait d'analyser la donnée, de prédire un petit peu des comportements grâce à l'analyse des données, à l'intelligence artificielle, ça, nous, on s'y prépare déjà et on essaye d'être plus performants pour pas subir, mais plutôt anticiper un peu l'évolution, par exemple, dans la gestion des déchets ou dans l'évolution de la qualité de l'eau, comment on peut anticiper des événements d'inondation, etc., sur nos installations. Oui, je pense que c'est quand même difficile d'anticiper. Donc, je pense qu'on a beaucoup insisté sur la souplesse, sur l'innovation, sur s'adapter, l'analyse multicritère, parce qu'effectivement, on va devoir s'adapter et pas. L'avenir, on le connaît pas. On l'envisage, on l'imagine, on se doute, mais on le connaît pas précisément. Donc, je pense qu'on le fait un peu, mais pas complètement. Pour compléter, je pense que les problèmes financiers que rencontrent les États, ils ont un impact sur les politiques. Et en fait, je me dis que peut-être les gens dont on aura besoin, c'est aussi des gens qui soient capables de comprendre cette dimension politique et de comprendre la dimension sociétale des problématiques environnementales. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas que des sujets techniques, c'est aussi des questions de société, de comment la société doit se transformer pour faire face à l'ensemble des défis auxquels elle est confrontée et comment faire en sorte aussi que les hommes politiques qui nous gouvernent à tous les niveaux intègrent ces aspects-là et que leur politique ne soit pas uniquement dictée par des considérations budgétaires, même si elles sont de toute façon contraignantes, mais qui ait aussi une dimension sociale et humaine importante. Je suis obligé de répondre parce que il y a quand même plusieurs remarques qui me concernent. Alors, je suis fidèle à mes chefs. Et parmi les chefs que j'ai eu la chance d'avoir, j'ai eu le général Gallet qui disait tout le temps qu'il faut être optimiste dans le pessimisme. Voilà. Et c'est comment pour un pompier de Paris, c'est la base. Il faut aborder chaque intervention avec toute la prudence requise. Mais si on n'a pas cette part d'optimisme et le fait que, grâce à la force collective, la résilience, etc., on va réussir la mission, ça ne marche pas. Voilà. Donc l'optimisme, il est quand même vertueux, même si le contexte n'est pas forcément des plus réjouissants.
moi, je maintiens ce que j'ai dit, c'est que le domaine de l'environnement va prendre de plus en plus d'importance, ça c'est une certitude. Et donc, il y aura des impacts positifs qui vous concerneront. Deuxième remarque. Le marché de l'emploi au sein du ministère des Armées, il n'est pas aussi normé qu'il peut paraître de l'extérieur. Et pour être général ou amiral, il ne faut pas avoir forcément fait Saint-Cyr ou l'école navale. Ouais, il y a plein d'exemples qui permettent de démontrer le contraire, et heureusement d'ailleurs. Moi, pour ma part, je suis un exemple du fait que mon parcours n'est pas celui que j'avais envisagé en rentrant dans l'institution. Je me suis même retrouvé un jour product owner d'un système d'information. Je ne savais même pas que ça existait. On m'a dit, tiens, tu vas être product owner. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que sur cet aspect très technique, j'ai mis en œuvre ce qu'on m'avait appris en termes de savoir-être. Et ce qu'on attendait de moi, c'était d'encadrer des équipes, de les faire travailler ensemble pour l'atteinte d'un objectif stratégique et de faire en sorte qu'à la fin, ça marche. Donc, fédérer, organiser, etc. Voilà. Et moi, ma priorité, c'était d'être sûr qu'au sein de l'équipe, il y avait les expertises dont j'avais besoin. Mais je n'avais pas vocation spécifiquement à être l'expert. Voilà. Et je pense que dans le domaine de l'environnement, c'est la même chose. On a besoin d'experts juridiques, d'experts en traitement de l'eau, en traitement des déchets, etc. Oui, évidemment, il y a besoin de cette expertise solide. Mais en plus de ces experts, on a besoin d'organiser la collaboration de tout le monde pour un objectif global, systémique, comme on a dit tout à l'heure. Alors, quelle structuration dans les années qui viennent et comment mieux prendre en compte les risques climatiques, etc. La première réponse, mais elle a été évoquée, c'est l'innovation. Cette capacité à imaginer des solutions auxquelles on n'avait pas pensé, qui vont permettre de prendre en compte ces différents sujets. Et puis c'est surtout s'obliger, même s'il y a une forte contrainte budgétaire, même si ce n'est pas la tendance du moment, s'obliger à prendre en compte une tendance de fond qu'on a vu venir. La rareté de l'eau dans les années qui viennent, c'est une tendance de fond. Donc, concevoir des réseaux d'incendie qui sont ponctionnés sur les réseaux d'eau potable, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, ça veut dire que dès aujourd'hui, les grandes agglomérations, les grandes entreprises, etc., sur leur réseau d'eau de protection contre l'incendie, doivent tout de suite avoir en tête cette capacité à ne pas prélever une ressource rare, mais se mettre en capacité de disposer d'un réseau d'eau dédié à l'incendie à partir d'une eau moins pure. Voilà, donc c'est des solutions concrètes qui peuvent être mises en place dès maintenant. Donc l'innovation, s'obliger à prendre en compte des contraintes qui ne sont pas forcément celles du moment présent. Et puis le troisième point, c'est la résilience. Voilà, s'obliger à toujours avoir en tête cette capacité à concevoir les choses en se disant, OK, demain, comment je vais être résilient ? Comment je vais m'adapter à une augmentation de température ? Comment je vais m'adapter à potentiellement une ressource énergétique qui ne serait pas là ? Là, typiquement, sur la conception des emprises nouvelles du ministère, c'est ce qui est pris en compte. Avec certaines bases aériennes seront quasiment complètement autonomes, et en énergie,
et en ressources en eau, etc. etc. Voilà. Donc je n'ai pas complètement répondu à votre question, mais juste pour synthétiser, je pense que malgré tout le climat délétère ambiant, on peut quand même être optimiste sur le fait que la prise en compte de l'environnement, non seulement elle va s'imposer, mais au-delà du fait qu'elle s'impose, elle est vertueuse. Elle est vertueuse, et alors c'est un regret que j'avais, mais grâce à vous, je vais pouvoir le combler. C'est qu'en fait, je n'ai pas abordé le fait que la prise en compte de l'environnement, elle a aussi un impact sur... allez, c'est un terme barbare, mais la qualité de vie au travail. Appartenir à une organisation qui est responsable en termes d'environnement, qui valorise les écomobilités responsables, qui valorise le fait que les bâtiments sont responsables, qui valorise je ne sais pas quoi d'autre, mais ça a du sens. Et c'est en fait ce qu'on recherche tous aujourd'hui. Et donc, contribuer à améliorer l'environnement, ça contribue à améliorer la qualité de vie commune, et in fine, ça contribue à améliorer le sentiment bénéfique qu'on a d'appartenir à cette institution. J'ai répondu ou pas? C'était mieux que tout à l'heure, alors. Je voudrais juste rajouter un petit mot sur le levier budget versus réglementation, parce que effectivement aujourd'hui la situation budgétaire n'est pas bonne du tout, y compris pour les collectivités. Donc oui, on a ralenti nos recrutements. Bon, pour autant, on a quand même beaucoup d'agents, dont certains qui partent à la retraite, donc on renouvelle, et puis il y a certaines missions prioritaires qui continuent à recruter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà des secteurs qui ont connu une forte crise et qui peuvent être liés avec l'environnement, notamment le bâtiment, là, depuis 3 ans, avec la guerre en Ukraine, les taux d'intérêt, etc. Et ce n'est pas un problème de budget complètement à la base. Je veux dire, c'est aussi un problème de marché financier, etc. Donc le budget ne fait pas tout. Il améliore les choses, mais des fois, à l'inverse, trop de budget peut faire qu'on est moins efficace. Donc bon, voilà, c'est pour ça. Ça développe aussi une forme d'agilité. Il ne faut pas aller trop bas non plus, je suis d'accord. Hein, mais par contre, il y a un autre levier très important pour nous, c'est la réglementation, surtout dans le domaine environnemental, où il y a quand même énormément de réglementations environnementales qui sont liées à des directives européennes. Donc on peut remercier l'Europe de ce point de vue-là. Et moi, le risque que je vois, là, c'est plutôt dans le contexte actuel qu'on ait des bascules au niveau politique progressivement, qui font que finalement, ces réglementations ne sont plus jugées si importantes que ça et qu'elles soient remises en cause. Et là, je pense qu'il y aurait effectivement potentiellement un effet assez important sur le secteur de l'environnement. Donc on verra. Je souhaite qu'on n'en arrive pas là, mais voilà, ça reste un risque au-delà du risque budgétaire. Bonjour, je voulais vous remercier déjà pour votre intervention et merci les M2RIS de nous avoir organisé ça. J'avais une question pour vous, Monsieur Debré, deux particulièrement. La première, c'est vous en avez parlé, j'aimerais savoir à quel stade sont vos études autour des perfluorés, des PFAS. Et la deuxième, c'est est-ce que les acteurs privés et décideurs publics prennent au sérieux vos études et est-ce qu'il y a toujours une suite positive à la société à vos lancements d'alerte? Alors, difficile de faire un point global sur nos études dans le domaine des PFAS. L'INERIS, donc acteur public, est impliqué dans la mise en œuvre du plan interministériel sur les PFAS, qui comprend toute une série d'actions. Nous, on est très focalisé sur déjà les questions de métrologie, être capable d'aller mesurer les PFAS dans l'environnement et tous, et pas uniquement ceux qui sont réglementés. Donc, des questions relatives à leurs effets sur lesquels on travaille un petit peu, mais c'est pas la spécialité de l'INERIS jusque-là. On travaille beaucoup sur les perturbateurs endocriniens, certains sont potentiellement aussi des PFAS. Des questions autour des usages essentiels, c'est-à-dire qu'à un moment on dit les PFAS, il faut les supprimer
Pour autant, il y a quelques applications où en fait le bénéfice des PFAS par rapport au risque qu'ils génèrent fait qu'on devrait les conserver. Je prends un exemple bête, mais certaines membranes pour dépolluer l'eau elles sont constituées en partie de PFAS. Si on ne peut plus avoir ces membranes-là, on a des problèmes de pollution dans le domaine de l'eau. Donc voilà. Et donc ça, on a une équipe chez nous qui travaille à essayer de définir sur des bases de raisonnement à la fois économique et sociologique, c'est quoi un usage essentiel et de quoi on peut se passer et de quoi on ne peut pas se passer. Voilà. Donc il y a toute une série comme ça d'études qui sont en cours. Ce qu'il faut voir, c'est que ce plan interministériel, c'est beaucoup d'argent. C'est de l'argent qui est arrivé tout d'un coup, mais l'argent, pour l'utiliser, pour produire de la connaissance, il faut du temps. Donc, c'est pas immédiat. Et voilà, je pense que dans 2-3 ans, sur l'ensemble des sujets dont on est chargé, mais on n'est pas les seuls à travailler là-dessus. Hein. Il y a Santé publique France, le BRGM, tous les opérateurs de l'État qui sont dans le domaine de l'environnement sont actuellement mobilisés sur cette question. Après, est-ce que nos études sont suivies des faits? Nous, on produit de la connaissance pour qu'effectivement, à un moment, des décideurs publics prennent des décisions pertinentes. Et ces décideurs publics-là, ils ont, j'allais dire, dans leur rationalité, il y a 2 aspects. Il y a leur conviction, leurs valeurs, ce qu'ils défendent vis-à-vis de leurs électeurs. Et il y a après les données scientifiques sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour effectivement voir qu'il y a véritablement un problème ou non, et il y a des solutions efficaces ou non. On n'est pas maître du tout de la première partie. Et si je prends le cas des pesticides, ça fait longtemps qu'on a démontré que les pesticides avaient des effets délétères sur l'environnement. Pour autant, les politiques ne sont pas encore à la hauteur sur le sujet des pesticides. Donc voilà, Il nous revient le moment de conclure. Alors, si on doit retenir quelques éléments de cette conférence, c'est que les métiers de l'environnement, c'est un avenir radieux dans un environnement qui l'est beaucoup moins, tant environnemental que financier, voire juridique et politique. Ce qu'il faut retenir, c'est la pluridisciplinarité recherchée. Ça tombe bien, c'est un des axes de notre master. La capacité d'anticipation, la résilience, et enfin la maîtrise des nouvelles technologies dans la partie data analyse, exploitation de l'intelligence artificielle. Et enfin, d'une façon plus large, la mobilité publique-privée, comme cette soirée avec la complémentarité des échanges. Vous avez évoqué durant la conférence le fait qu'on ne parle que depuis très récemment des PFAS et qu'on n'en parlait pas pendant les 15 dernières années. Ça tombe bien. Dans une semaine, le thème de la conférence porte sur les PFAS. Donc nous vous invitons à revenir la semaine prochaine pour les échanges sur les PFAS. Et ça sera la 6e et dernière conférence du M2RISE. Pour poursuivre les échanges, le traditionnel after du débat a lieu au Sample, où nous nous retrouverons d'ici une petite demi-heure. Et vous aurez l'occasion de pouvoir continuer les échanges avec les intervenants et les accompagnants des intervenants. Je vous remercie de votre attention.